Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et non, ce n'est pas une nouvelle vidéo sur le Fujifilm X100 Mark VI, bien que la photo que tu vois à l'écran a été faite avec. Et cette photo m'a donné l'idée de faire une vidéo répondant à beaucoup de questions que les gens se posent. Pas sur cet appareil, mais sur, tu vas voir, par exemple, travailler en JPEG ou en RAW, si c'est utile d'avoir des millions de pixels extra, le cadrage au moment de faire la photo, les traitements possibles et tout ça. Donc on va parler de tout ça en détail. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui te permet de te former à la photographie à distance. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 3 points cependant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu voulais te former par CPF, compte personnel de formation, et tu voulais le faire une fois la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir. Et le troisième point, tu sais que depuis longtemps, je dis que la loi sur le CPF a changé, mais elle n'était pas encore appliquée. Apparemment, on a une date, ça serait le 1er mai 2024. Et les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle formation par CPF, devront payer 100 € de leur poche, sauf les demandeurs d'emploi. Mais bon, ce qui compte toujours, c'est la date d'inscription. Donc inscris-toi au plus vite, puisque si tu t'inscris avant l'application, ce qui comptera, ça sera au moment de l'inscription. Donc tu feras petites économies. Voilà. Mais voilà, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Un truc important. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, hier, je me promenais avec le Fujifilm X100 Mark VI pour faire un essai de simulation de film et j'ai fait cette photo et je l'ai passée à un copain, Yann Pelka, que souvent vous voyez sur les réseaux en train de commenter. Et il m'a posé des questions, mais pourquoi ce cadrage, pourquoi ce traitement, pourquoi vertical, pourquoi pas horizontal, pourquoi ceci? Pas dans un sens de critique, mais dans un sens de essayer de comprendre l'analyse, une discussion entre photographes, un petit peu, mon point de vue et le sien. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Et je pense que c'est important de voir un petit peu les différentes possibilités. Donc, je vais te passer cette même photo depuis le départ, avec des évolutions, des recadrages, des traitements différents, et aussi t'expliquer les décisions prises et les décisions que tu peux prendre quand tu fais tes photos, que ce soit avec n'importe quel appareil photo, hein. Ça n'a rien à voir avec Fuji, cette vidéo, ça c'est une coïncidence, disons. Okay, donc on va parler de ça, et voir, donc je vais t'expliquer étape par étape l'évolution de cette photo et des choses, à mon avis, importantes à prendre en compte parce que je vois que beaucoup de gens sont perdus au moment de faire la photo et après, ils ont quelquefois des super photos, mais quelquefois ils ont des super regrets parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Voilà, donc continuons. Alors, la première photo, c'est telle que je l'ai obtenue de l'appareil photo avec la simulation de film Reala Ace. Alors, je suis sur un Fuji, mais tu pourrais très bien avoir n'importe quel autre type d'appareil photo et avoir un profil de couleur ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est juste l'exemple pour te voir, pour te montrer ce que j'ai obtenu, mon JPEG, directement de l'appareil, sans retouche, sans rien, tel que. Maintenant, je vais te montrer la photo en RAW sans retouche, c'est-à-dire que j'ai fait aucun ajustement. Premier truc que tu remarques, c'est que par rapport à mon JPEG, c'est sous-exposé. Maintenant, je te montre la photo issue du RAW, mais une fois éditée, en ajustant les contrastes, les hautes lumières, les ombres et tout ça. Alors, je ferai une vidéo exprès pour expliquer cette différence d'exposition. En fait, je ne parle pas de Fuji, là, je parle de pratiquement toutes les marques nous mentent complètement sur notre RAW. En fait, on pourrait avoir des RAW bien meilleurs, des RAW où on va avoir des photos avec beaucoup moins de bruit ou pas du tout de bruit en montant énormément les ISO. Mais en fait, là, il y a entre guillemets un petit foutage de gueule. Enfin, ça fera sujet d'une vidéo intéressante à mon avis. Quatrième photo, comme tu vois, j'ai repris la photo retouchée, mais j'ai fait une retouche locale. C'est-à-dire, si tu regardes le visage et les cheveux des deux mannequins dans la vitrine, eh bien, tu te rends compte que c'est beaucoup plus lumineux en fait. Et en fait, ça ne représente pas la réalité, cette photo, mais ça représente une photo qui me semble plus agréable. D'ailleurs, normalement, la personne qui fait la vitrine aurait dû mettre un éclairage vers les mannequins. Les 3 quarts des vitrines, ou beaucoup de vitrines, ont ce genre d'éclairage, et là, il n'y en avait pas. Mais je l'ai rajouté moi-même. Alors,
c'est vraiment pour me dire, oui, mais alors c'est plus la réalité. Oui, mais là, je suis pas en train de faire une photo qui représente la réalité, mais une photo comme j'aimerais l'avoir finie. Pour moi, la photo, ce qui compte, c'est le résultat final, si tu es content de la faire. Enfin, ça, c'est discutable, ok? Mais voilà, moi, je te montre ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai éclairé le visage et les cheveux, et je pense que la vitrine prend beaucoup plus de force. Après, il y a l'option. C'est là qu'on a parlé avec Yann, il m'a dit mais pourquoi tu l'as fait en vertical et pourquoi tu n'as pas fait en horizontal? Moi j'aurais peut-être cadré en horizontal et tout ça, donc en parlant de tout ça, effectivement voilà je te propose un cadrage horizontal. Genre, il a fallu que je sois plus près en effet, et on voit que la communication entre les deux mannequins et le couple dans la rue, eh bien elle est différente, c'est une forme complètement différente de faire la photo. Il y en a qui préféreront l'un, l'autre qui préféreront l'une, mais voilà, je voulais que tu vois qu'il y ait ces deux possibilités. Maintenant, je te montre un recadrage en carré qui est différent. Alors évidemment, c'est là que tu te rends compte qu'au moment de faire la photo, il y a des décisions à prendre. C'est important, comment je vais faire mon cadrage. Mais on verra ça après. Le seul truc que je peux te dire, c'est que moi, réellement, quand j'ai fait cette photo, j'étais en train de faire la photo de la vitrine. Et puis, j'ai vu ce couple qui arrivait. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ils s'arrêtent. Ah, clin. J'ai pu faire qu'un seul déclenchement. Donc, j'ai pas pu décider si c'était de l'horizontal, du vertical, du comment, du plus près, du plus loin. Simplement, j'avais cadré ma vitrine en espérant qu'ils allaient s'arrêter devant. Voilà. Donc là j'ai pas changé ma décision de vitrine originale. Je suis resté comme ça. Voilà. Mais c'est là que j'aurais pu prendre une décision différente. Après, je te montre une photo où j'ai ajouté un petit peu de volume. Alors, j'ai un plugin qui fait ça. C'est très subtil, on voit peut-être pas très bien. Si tu regardes sur certaines parties dans la vitrine, ben, il y a des zones plus claires que sur l'original. Alors, je te mets les deux ensemble, hein, tu vois. L'original, le RAW édité, ok. Mais donc, bon, c'est un petit plus, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pas vital, ok, de l'avoir comme ça. Et après, j'ai pensé comment ça serait en noir et blanc. Il y a des photos qui marchent très bien en noir et blanc et d'autres qui ne marchent pas du tout, mais j'ai décidé de les passer en noir et blanc. Donc, j'ai fait avec SilverFX de DxO sous Photoshop, avec une simulation de Kodak T-Max 100, mais ça ne ressemble pas exactement à la simulation, puisque moi, après, j'ai mouliné ma sauce, j'ai fait par zone, j'ai fait comme si c'était dans un laboratoire argentique, en fait, avec des zones plus claires, plus foncées, tout ça éclairé par points. Ça met du temps à faire, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus précis, c'est exactement comme le Dodge and Burn et les caches qu'on faisait, qu'on fait encore certains, hein, sous laboratoire, en laboratoire argentique. Okay, donc voilà, ça te donne le résultat. Donc là, tu viens voir 10 photos différentes, qui est en fait l'évolution d'une même prise de vue. Et donc maintenant, on va voir les différentes possibilités, le pourquoi, le comment et quelques conseils qui, à mon avis, sont utiles parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ces décisions, il faut les prendre au moment de faire la photo parce que les conséquences peuvent être irréversibles ou au contraire avec beaucoup de souplesse. Donc voilà. Important, si jamais tu vas acheter du matos, photo, vidéo, accessoires chez Digit Photo, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. D'ailleurs, si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux, donc tu peux l'indiquer aussi. Merci beaucoup, car ça m'aide énormément. Continuons. Alors, attaquons les points importants. Le premier. Les décisions de cadrage et d'orientation, il faut essayer de les prendre au moment de faire la photo et non pas après. Parce qu'après, quelquefois, tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution. Voilà, ça ne va pas marcher. Deuxièmement, si tu peux, alors moi dans mon cas là je ne pouvais pas parce que le couple s'arrêtait devant la vitrine quelques secondes, donc j'ai pas le temps de faire mes changements, mais si tu peux, essaie de faire plusieurs photos en horizontal, en vertical, mais aussi te déplacer un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, un peu vers le haut, un peu vers le bas. Parce que ça va faire qu'il y a des éléments qui vont se voir de manière différente, donc ça va pouvoir te modifier la composition. Alors il y a des fois c'est complètement impossible de faire plusieurs options, et d'autres fois, oui c'est possible. Si tu peux pas, essaie au premier coup d'avoir la meilleure. Voilà. Mais sinon, si tu peux, fais plusieurs photos pour voir après celle qui fonctionne le mieux. Troisième point, si seulement tu vas pouvoir faire un clic, ne fais surtout pas ce que j'ai fait. Si tu vas faire un seul clic, fais ta photo en horizontal et non pas en vertical. Parce que quand tu recadres une photo horizontale à un format vertical, tu perds beaucoup moins de millions de pixels que si tu recadres une verticale vers l'horizontale. Et quelquefois, c'est impossible à recadrer de la verticale vers l'horizontale.
Donc, n'oublie pas ça. Essaie toujours, toujours, toujours de, si tu vas faire un seul clic, que ça soit en horizontal. Quatrième point, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, avoir beaucoup de millions de pixels, oui, c'est utile. Beaucoup de gens parlent des millions de pixels en disant « ouais, c'est super, tu peux recadrer ». Alors d'abord, n'oublions pas une chose, les millions de pixels, c'est le résultat d'une surface, c'est une surface, donc c'est une longueur par une largeur. Donc en fait, quand tu divises ta photo visuellement en deux, tu divises le nombre de millions de pixels par 4. Okay, donc là, sur ce Fuji qui a 40 millions de pixels, si je coupe la photo à la moitié, eh bien, j'ai plus que 10 millions de pixels. Alors beaucoup de gens vont dire « oh, plus que 10 millions, mais c'est fichu, il n'y a plus rien à faire ». Tranquille. Une couverture comme le magazine Vogue, le magazine de mode Vogue, c'est 6 millions de pixels. Okay, c'est ce qu'il te demande. Voilà, donc t'inquiète pas. Tu n'as peut-être pas prévu de publier sur Vogue, moi non plus. Donc voilà, t'inquiète, ok. Et je parle sans rajouter de l'interpolation, de machin pour imprimer en grand, ce qui serait encore possible. Donc ça ne t'inquiète pas. Mais oui, c'est vrai, c'est très très utile d'avoir des millions de pixels extra, justement pour pouvoir faire varier les cadrages. Et un vertical, un horizontal, et tout ça, une orientation, encore plus qu'un cadrage, une orientation. Donc oui, les millions de pixels, c'est utile, et pas seulement pour avoir plus de détails, trucs comme ça, mais pouvoir vraiment manipuler beaucoup plus la photo suivant les choix qu'on avait pu faire au départ, qui n'étaient pas forcément bons, ou simplement parce que ta photo n'était pas prévue pour un support final, qui finalement on te le propose, et tu dis ah bah oui, maintenant il faut qu'elle fonctionne en vertical ou en horizontal. Donc là, ces millions de pixels sont vraiment très bienvenus. Voilà. Alors la grosse question, travailler en JPEG ou en RAW? Alors beaucoup de gens pensent que le JPEG a zéro flexibilité, c'est-à-dire que une fois ce qui est fait, on ne peut plus rien changer. C'est faux, il y a quand même une petite marge pour récupérer des ombres un petit peu, éclaircir un peu, foncer un peu. Bon, il y a une petite marge, mais elle n'est vraiment pas énorme, ça c'est clair. Si tu veux vraiment la plus grande flexibilité, tu n'as pas le choix que d'utiliser le RAW. En fait, il n'y a pas d'autre option. Parce que par exemple, le JPEG, c'est un produit fini. Donc, si jamais ça a supprimé des détails dans les hautes lumières ou dans les ombres, qui est des détails qui étaient peut-être sur le RAW, eh bien, une fois qu'ils sont plus là, ils sont plus là. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est important. Et en fait, tu te rends compte qu'en JPEG, il y a deux types d'utilisateurs de JPEG. Il y a l'utilisateur comme ma grand-mère paternelle qui allait en vacances avec mon grand-père paternel avec son petit Agfamatic, qui faisait ses photos, qui revenait, qui l'emmenait au magasin et une semaine après récupérait les photos et il les regardait et était contente. Voilà. Ça, c'était l'utilisateur de JPEG de l'époque. Voilà. Mais c'était de l'argentique. Après, tu as l'utilisateur de JPEG qui est une question de temps. Le photographe de sport, par exemple, qui ne peut pas, pendant un match de foot, il va faire en rafale peut-être 2000 photos, il ne va pas se mettre à éditer 2000 RAW, développer 2000 RAW quand la rédaction d'un journal est en train d'attendre. Donc, il y a Reuters, par exemple, l'agence de presse, qui interdit le RAW à ses photographes. Alors, il y a deux raisons. Une, ils disent ça permet des photographes qui savent exposer correctement et non pas des mecs qui arrangent les RAW après. Donc, ouais, c'est pas faux. Et deuxièmement, c'est une question de vitesse, c'est-à-dire que directement la photo peut partir par Wi-Fi vers son smartphone et du smartphone vers la rédaction. Il n'y a pas à développer un RAW et tout ça, directement la photo on peut l'utiliser. Donc ça, il y a quand même beaucoup de professionnels qui utilisent du JPEG. Mais il faut bien comprendre que ce genre de photos, ce ne sont pas des photos qu'après tu vas retravailler dans le détail et tout ça. Et après, tu as l'utilisateur de RAW, qui serait plutôt le genre Ansel Adams, qui se met dans son laboratoire argentique et qui se met à travailler dans le détail et tout ça. Et souvent, le tirage final n'a absolument rien à voir avec le négatif, simplement parce qu'il a travaillé chaque détail, chaque ombre, chaque point de lumière et tout ça. Il n'y a pas que lui, hein, ok. Mais voilà, ça serait un peu les grosses différences. Le problème, c'est lequel? C'est que si tu ne sais pas travailler un RAW, et tu dis, dans ce cas-là, je travaille en JPEG, peut-être que demain, oui, tu sauras travailler sur un RAW, et tu regrettas de ne pas avoir eu le RAW parce que ce JPEG, tu te rends compte qu'effectivement, il n'y a plus de détails dans le ciel. Le nuage, c'est un trou blanc, ce qui est troublant quand même. Et les ombres, c'est un trou noir, il ne faut pas disparaître dedans. Enfin, trêve de blague. Donc, tu te rends compte que c'est un peu dommage en fait. Donc, il faut vraiment voir l'utilisation finale. Si simplement une photo souvenir et tout ça, peut-être que ça n'a aucune importance. Ou même certains photographes en mariage, ils travaillent en JPEG sur une partie du mariage et en RAW sur une autre, suivant le type de photo. Voilà, mais que tu
comprennent bien la différence. Voilà. Et la seule option pour avoir la flexibilité maximum, c'est le RAW. Ça ne veut pas dire que le JPEG, ça soit une mauvaise option. Mais la flexibilité maximum, c'est le RAW. Voilà. Alors c'est vrai, tu vas me dire, oui mais Eric, c'est bien beau de travailler en RAW, mais moi j'adorais ce profil couleur, j'avais mis sur mon appareil, ou dans le cas de Fuji par exemple, si tu as des simulations de films, ouais mais là, je t'ai travaillé en RAW, mais vraiment au niveau pur, c'est-à-dire que ça a bouffé tous les presets, tous les trucs qu'il pouvait y avoir, et maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que j'adorais ce look, où c'était fait, que j'avais sur mon écran, je voyais sur mon écran, ma photo elle était superbe, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, c'est pas un problème en fait, parce que d'abord il y a certains programmes qui peuvent se récupérer ça, qui les conservent, mais surtout, il y a des programmes qui peuvent t'en mettre encore plus. Le DxO Film Pack, par exemple, tu as tout un tas de simulations, même des inventées, et tu vas pouvoir le donner le look que tu veux. Mais l'avantage, il y a des answers aussi, mais l'avantage de le faire en post-production, c'est que tu as travaillé le RAW comme tu voulais, tu as récupéré les ombres, les hautes lumières et tout ça, et sur un RAW, un résultat qui est en très bon état, qui est vraiment comme il faut, qui n'a pas perdu des textures, pas perdu d'endroits, pas perdu des hautes lumières, des détails et tout ça, tu vas enfin appliquer cette simulation, ou ce preset, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais tu as une bien meilleure qualité en le faisant comme ça, qu'en confiant à l'appareil photo le travail de le faire tout seul. Voilà, donc ne t'inquiète pas, si tu veux travailler en RAW et quand même avoir des simulations de films, c'est complètement possible sans aucun problème. Alors qu'est-ce qui se passe si toi tu décides de travailler qu'en JPEG? Et tu dis, ben moi j'aime ce profil de couleur, parce qu'on parle beaucoup de sujets avec les simulations, mais tous les appareils ont des profils plutôt chaud, plutôt froid, plutôt ceci, plutôt cela, voilà, ok, voilà. Donc tu dis maintenant je vais travailler en JPEG, voilà. Mais en fait tu te rajoutes un problème, parce qu'il faut que tu décides ça au moment de faire la photo. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, en plus de faire le cadrage, l'orientation verticale, horizontale, la composition et tout ça, tu dis, ben voilà, j'ai pris telle simulation et après, ben, tu vois que ça ne marche pas très bien, parce qu'il y a des simulations qui marchent très bien avec les peaux, d'autres très bien avec les couleurs vives, d'autres très bien avec la nature, d'autres très bien avec les couleurs chaudes, etc., etc., ou noir et blanc par exemple, voilà. Ben, tu t'es trompé, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Que fais-tu? Ben, il n'y a plus rien à faire. Les couleurs sont appliquées, c'est très difficile à changer, si tu as fait un noir et blanc, je ne te raconte même pas. Donc, en fait, tu te rajoutes un problème. Tu te rajoutes un problème. À moins que tu sois vraiment certain de ce que tu veux faire et que tu veux faire toute ta série. Et que tu sais que cette simulation va fonctionner. Ou ce profil couleur va fonctionner. Mais en fait, souvent, tu te rajoutes un problème. Donc moi, quand c'est de la photo souvenir ou un reportage, et je veux vraiment ce look sur tout le reportage, j'ai aucun problème à utiliser une simulation. Mais pour moi, pour un client, je n'utiliserai jamais une simulation. Pourquoi? Parce que si elle ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, pour ça, non, c'est trop risqué. Donc, je préfère garder toute la flexibilité et surtout ne pas être avec une décision supplémentaire à chaud en train de faire la photo. Ça, je regarderai après. J'ai ma photo le mieux exposée, le mieux composée, le mieux tout possible. Et après, ben, on verra l'aspect qu'on veut lui donner. Alors évidemment, si je veux faire du noir et blanc, je vais penser avant comment, qu'est-ce qui peut marcher en noir et blanc ou pas. Ça, je suis d'accord. Mais, parce que c'est pas la même chose. Mais une différence de teinte sur de la couleur, on verra ça après. T'inquiète. Alors moi, mon conseil, ça serait de ne jamais faire du seulement JPEG. Sauf les situations que j'ai expliquées. Le photographe sportif ou certains mariages dans certaines situations, trucs comme ça, voilà, donc il peut prendre ce risque ou parce qu'il sait exactement ce qu'il fait et tout ça. Mais toi, quand tu ne sais pas encore, ne travaille jamais en JPEG seulement. Travaille ou seulement en RAW ou en RAW plus JPEG. Tu es content du JPEG? Fantastique, super. T'en es pas content? Regarde le RAW, peut-être qu'il est complètement rectifiable, tu peux récupérer des hautes lumières, récupérer des ombres, récupérer plein de choses. Tu peux retravailler ta photo et rien ne t'empêche d'appliquer ensuite la simulation de film ou le style de couleur ou le profil de couleur que tu avais vu dans ton appareil. Tu pourras toujours le faire après en post-production. Mais au moins, tu as gardé ta roue de secours. Tu n'étais pas condamné au résultat unique d'un JPEG. Donc, je crois que c'est très important. Beaucoup de gens font, à mon avis, cette erreur de dire « Ah, c'est super, ce look et tout ça. » Et puis, 6 mois plus tard, ils disent « Ah, mais ça aurait été bien d'avoir aussi en couleur, pas seulement en noir et blanc. » Bah ouais, mais non, il n'y a rien à faire, c'est du JPEG. Une fois, j'ai vu sur Facebook
une dame qui disait je me suis trompé, j'ai tout fait en noir et blanc, comment je fais pour les avoir en couleur? Ben dommage, voilà, ben dommage. C'est triste, mais c'est dommage. Surtout, c'est peut-être des photos importantes pour elle. Voilà. Alors bon, elles sont quand même en noir et blanc, il y a quand même une photo, mais voilà. Donc, moi, c'est mon avis. Ne travaille pas en JPEG seulement, sauf si tu sais vraiment ce que tu es en train de faire. Et tu en es vraiment certain, et tu sais vraiment pourquoi tu le fais comme ça. Mais quand tu es dans la phase d'apprentissage ou de découverte, ne joue pas au JPEG seulement. Tu peux jouer au RAW seulement, si tu veux, ou au RAW plus JPEG. Et au moins, tu sais que si le JPEG n'est pas bon, tu as la roue de secours derrière. Ça, c'est important. Oui, tu as complètement raison. Avoir plus de millions de pixels, ça veut dire avoir un ordinateur plus puissant. C'est plus cher. Effectivement, appliquer des effets ou des simulations en post-production sur l'ordinateur, ça a aussi besoin d'un ordinateur plus puissant que si tu as peu de millions de pixels ou si tu n'as rien appliqué du tout parce que c'est déjà fait dans l'appareil. Là-dessus, on est complètement d'accord. D'ailleurs, la vie est très injuste parce que justement, est-ce que c'est un problème d'avoir un appareil de 16 ou 20 millions de pixels? Absolument pas. Simplement, tu as moins le droit à l'erreur. Donc c'est injuste dans le sens où c'est celui qui devrait avoir des connaissances, qui s'est permis d'acheter un appareil peut-être plus avancé, avec plus de millions de pixels, qui a peut-être plus d'expérience, qui lui devrait avoir moins besoin de rectifier. Et c'est celui qui a commencé avec ce qu'il a pu, qui finalement fait peut-être plus d'erreurs au départ et qui a le moins de possibilités de rectifier. Je sais, la vie est injuste, c'est vrai, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai, à plus de millions de pixels, tu auras besoin d'un ordinateur plus puissant. Ça, c'est clair, plus que clair. Ok, donc, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Autre chose, il y a des gens qui n'ont absolument pas envie de s'embêter avec un ordinateur ou des heures devant un ordinateur et qui me disent Eric, je suis désolé, moi je préfère avoir une photo avec un ciel cramé de temps en temps et ne pas toucher un ordinateur qu'être en train de retravailler du RAW en post-production et tout ça. Et je comprends complètement et c'est complètement respectable. Attention. Donc moi, ce que j'explique, c'est mon point de vue, ok, pour moi, mais j'expose pour que toi, tu prennes tes meilleures décisions en fonction de tes goûts, tes moyens, ta situation. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé d'appliquer au pied de la lettre ce que je raconte. Hein. Simplement, je te donne mon avis et puis après, tu peux analyser, penser les pour, les contre et ce qui te convient le plus. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Ils ont plusieurs types de formations, ils ont 6 types de formations qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Et le mieux, c'est toujours que tu les appelles par téléphone, c'est gratuit, pour expliquer un petit peu ton cas, ce que tu aimerais apprendre, ton idée, ce que tu veux améliorer, tout ça, pour qu'ils t'orientent vers la meilleure formation pour toi. Alors, de temps en temps, tu as une réunion virtuelle avec ton prof qui te dit ce qui va pas, qui t'encourage. Donc, tu vas voir, même si c'est dans la distance, c'est vraiment très, très proche, en fait. Alors, la grosse question est combien ça coûte? Eh bien, ça, quand tu leur téléphoneras ou tu leur envoies un email comme tu veux ou par leur site web, ils t'orienteront vers ce qui correspond le mieux, mais aussi ils te parleront des prix. Par contre, je peux te dire déjà la manière de financer. Alors, il y a plusieurs manières. Celle qui a l'air la plus élégante, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, comme si tu étais un banquier, mais c'est pas loin, puisque si tu as l'argent, tu payes. En fait, c'est ça, l'autofinancement. L'autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Donc, dans ce cas-là, je te conseille de parler avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, et quand il y a très très longtemps, c'était ANPE, voilà, et lui expliquer un petit peu tes intentions. Il te dira quelles sont les démarches à suivre pour faire ce genre de formation chez Arvia, donc il n'y a pas de problème. Ou tu diras à Arvia, ils te diront quels sont les pas à suivre, voilà, donc parle-en d'abord avec ton conseiller. Autre option, peut-être que tu travailles, même si tu es au chômage, tu es actif en tout cas, c'est-à-dire que tu n'es pas à la retraite, eh bien tu peux parfaitement passer par le compte personnel de formation. Alors si tu es actif, donc pas à la retraite, c'est important. Si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit. Et sinon, tu sais que le CPF, c'est chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former. Okay, mais il y a certaines conditions. Donc, je t'ai dit l'histoire de la retraite, mais il y a une autre, c'est que la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais là, on commence à voir le bout du tunnel parce qu'enfin, apparemment, on a une date. Ça serait le 1er mai
Et après avoir dit de tout, depuis 30% de la poche des élèves ou 10%, on a entendu de tout, apparemment ça va être 100 euros. Mais c'est à confirmer. Le seul truc qui est clair, c'est que la loi n'est pas encore appliquée. Donc si tu t'inscris avant cette date, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc même si tu commences la formation une fois la loi appliquée, eh bien tu seras passé au travers. Enfin bon, c'est une grande nouvelle quand même parce que 100 euros, c'est pas énorme comparé aux 30% que certains avaient dans la tête comme rumeur. Voilà, donc voilà, bonne nouvelle. Mais enfin, bref. Le mieux, c'est que tu contactes Arvia, tu parles avec eux, tu leur expliques et ils t'orienteront le mieux possible. N'oublie pas, si tu t'inscris, de dire que c'est de ma part, car tu reçois un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos, que tu reçois 1 ou 2 mois après le début, le temps de vérifier ton assiduité. Voilà, donc n'oublie pas ça. Et bien, je te laisse leur téléphone, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors si tu achetais chez eux, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me file un coup de main. Si tu as un compte promo, il y a une case à côté code promo qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi des liens. Alors je te remercie parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.